Salut à tous, c'est Bismart. Au programme, la revanche du légume. La revanche du légume et la revanche de l'industrie. C'est Bonduelle qui sera avec nous pour démarrer. Parce que ça m'intéresse beaucoup ce qui s'est joué. Alors, d'abord quand même, revanche de l'industrie. C'est-à-dire, globalement, la conserve, le légume en conserve. C'était pas ce que vous aviez envie de choisir en premier, et puis tout à coup tout s'est inversé. Donc on va discuter de tout ça avec Bonduelle, et puis il y a aussi quand même le légume qui s'impose là aujourd'hui, et est-ce que ça peut changer? Ensuite on ira parler de nouveaux territoires de l'énergie et de ce qui peut se jouer aujourd'hui dans les océans et au bord des océans, un petit peu d'innovation aussi avec nos jeunes entrepreneurs, et puis le business du sport et le business du financement du sport à la télévision, avec là aussi de nouvelles initiatives. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Jean-Noël Darniche. Bonjour, Jean-Noël Darniche, donc le directeur général de Bonduelle. Moi, j'avais une question. Alors, vous n'êtes pas à la tête de Bonduelle depuis très longtemps, hein, depuis 18 mois, c'est ça, hein? Depuis 18 mois, et je dirige Bonduelle France, voilà. Les activités long life. Mais je me demandais si vous viviez pas ça comme une forme de revanche, quand même, tout ce qui est en train de se passer. Je pensais à une double revanche. C'est la revanche de l'industrie agroalimentaire et la revanche du légume. La revanche du légume sur une un peu plus longue phase, dont on va parler, hein, mais quand même une revanche industrielle. Alors vous savez, le groupe Bonduelle, il existe depuis 1856. Alors des cycles, il y en a eu de nombreux. Oui. Donc pour le légume, il y a eu des hauts et des bas à différentes périodes. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, quand même, le légume était revenu au cœur des consommations, était en accélération. Le légume, mais pas la conserve. Il y a un truc... Moi, j'ai grandi en s'éloignant de plus en plus de la conserve. C'était synonyme, en fait, de quelque chose qu'il valait mieux éviter. Et tout à coup, c'est revenu en grâce. Alors, c'était quand même toujours une catégorie qui touchait 80% des Français tous les ans. Hein, donc, c'était quand même dans le quotidien des Français. Mais c'est vrai qu'on est revenu au cœur des repas de beaucoup de familles depuis un an, depuis cette crise. Ben, pourquoi? Parce que les gens ont besoin de consommer plus chez eux. Et donc, ils ont été à la recherche de produits sains, de produits pratiques. Donc, on l'a retrouvé sur la conserve, vous le dites, et puis sur nos gammes surgelées également. Et donc, ils ont vu tout le bénéfice, en fait, de ces produits qui étaient assez essentiels et que certains avaient oublié. Oui, mais allez, je vais insister là-dessus, Jean-Noël, parce que c'est la réflexion dans laquelle j'ai été. C'est-à-dire, à un moment, l'usine, quoi que vous en disiez, c'est une sécurité sanitaire. Alors, absolue. Mais l'apertisation, notre mode de production, vous dites quoi? L'apertisation, c'est le mode de mise en conserve, oui, absolument. Apprenez les mots Nicolas Appert, qui avait inventé ça. D'ailleurs, Bonduelle, les boulevards Nicolas Appert à Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez, donc voilà. C'est vraiment au cœur de notre histoire. Mais oui, c'est ce qui amène la sécurité. Parce que la conserve, c'est avant tout de conserver le meilleur du légume. Ouais. Nutritionnellement, le goût du légume, la texture du légume, et pouvoir le conserver dans la durée. Donc c'est ça qu'on apporte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce bénéfice qu'ils avaient peut-être un petit peu oublié. Et alors, c'est de l'aluminium, la conserve? On en a en aluminium, mais aussi en bocaux également. Mais une grande partie en aluminium, c'est juste. C'est quoi? C'est totalement inerte, ultra... Qu'est-ce qui fait la force, justement, de l'alu C'est complètement inerte. Ouais, c'est ça. Il y a un autre bénéfice qu'a l'aluminium, c'est qu'il est complètement recyclable. Voilà. Donc, à l'infini, je crois. À l'infini. À l'infini. Exactement. C'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que nos boîtes d'aluminium sont issues à 70%, 68% précisément, je peux vous dire, de matières recyclées déjà. Donc elles ont déjà été utilisées. Mais comment vous savez ça? C'est pas vous qui les collectez on travaille avec des fournisseurs. Voilà. Et nous, il y a tout un circuit aujourd'hui sur le recyclage de l'aluminium qui fonctionne, quoi. Il y a tout un circuit, absolument. Et nous, notre objectif chez Bonduelle, c'est qu'en 2025, tous nos emballages soient recyclables. Donc sur l'aluminium, c'est déjà une grande partie. On va vouloir travailler sur d'autres emballages. Et le verre, il est recyclable aussi. Aussi, absolument. Et ça, c'est revenu en grâce. Le bocal de verre, c'est quelque chose qui, à un moment, avait quasiment disparu. Alors, ça s'est redéveloppé depuis certaines années, depuis une dizaine d'années. C'est pas la majorité de cette gamme de conserves. C'est pratiquement toujours en large majorité en aluminium. Mais beaucoup sont développés, et surtout sur les gammes bio. Alors c'est ça, c'est le truc un peu premium en fait, le bocal de verre. C'est premium, et puis il y a la transparence. Donc ça permet de voir le produit, même s'il est tout aussi bien préservé. Comme si le petit pois bio et le petit pois pas bio, on allait voir la différence en regardant. Mais c'est le plaisir de choisir le légume qu'on va avoir chez soi. Oui, mais c'est... Non, mais alors attention, on est sur Bismart, et ce mot a pour moi, je l'emploie avec un immense respect. C'est du marketing. Il y a une dimension marketing dans l'utilisation du bocal de verre quand même.
Oui, il y a toujours du marketing dans ce que nous faisons, parce que ce sont des marques. Donc dans les marques, il y a toujours du marketing. Mais c'est avant tout amener de la transparence. Ouais. Je crois que c'est ça qui est le plus important Ouais. pour les consommateurs qui veulent voir le produit qu'ils vont choisir, les associations, parce que vous allez avoir des pots avec des carottes et différents légumes ensemble. Et c'est ça que les consommateurs vont chercher. Les choux et les carottes. On peut mélanger les choux et les carottes? Les finalement pois et les carottes, en tout cas, nous le faisons. Mais les choux et les carottes, non, vous le faites Si pas, vous voulez. mélanger les choux. Vous savez, dans la période dans laquelle on est de redécouverte du végétal, parce que c'est vraiment la période dans laquelle Alors, nous c'est l'autre sommes. sujet, c'est l'autre aspect de la revanche quand même. Encore une fois, pour nous, c'est pas une revanche, mais c'est une évolution. C'est le cœur de la mission qu'on se donne au sein du groupe Bonduelle, c'est d'inspirer les consommateurs dans une alimentation plus végétale, pour leur bien-être et puis aussi pour préserver la planète, autant que nous pouvons. C'est ça la mission du groupe Bonduelle. Donc nous, ce que l'on veut toujours, c'est amener plus de solutions dans le végétal. Et c'est ça qu'on amène avec... Quand vous dites mission, c'est pas entreprise à mission encore, Bonduelle, c'est votre raison d'être. C'est la raison d'être Voilà, qui est inscrite maintenant dans les statuts de l'entreprise. C'est ça, mais vous n'êtes pas jusqu'au stade entreprise à mission. On n'est pas une entreprise à mission, mais nous avons une mission claire, que je vous donnais tout de suite, qui est dans les statuts, et on a l'ambition de devenir une entreprise Bicorp en 2025, justement, au service de cette mission. Redonnez-les-moi, parce qu'à mon avis, votre mission, c'est comme toutes les missions, c'est-à-dire ça n'engage pas à grand-chose. C'est quoi? Redonnez-la-moi, votre raison. Inspirer nos consommateurs dans leur transition vers l'alimentation végétale. Ça, c'est une vraie mission. Parce que l'inspiration... quand on fait que du légume, c'est un peu normal, non? Oui, mais alors, c'est vrai que c'est le cœur. Ça me paraît assez basique. Je comprends ce que vous dites de ce point de vue-là. C'est pas une mission complètement nouvelle. Parce qu'on parle d'un groupe qui a 160 ans. Ouais. Donc c'est sûr qu'il a toujours eu comme mission d'apporter du légume accessible, de goût à chacun. Donc ça, c'est vrai que c'est pas complètement nouveau. Mais le fait d'inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener des solutions inspirées dans la façon de cuisiner avec du végétal. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, c'est cuisiner et c'est, à mon avis, ce qui doit changer aussi, c'est, alors je vais dire ça brutalement, mais l'apport en protéines. C'est-à-dire, finalement, si le légume devient le cœur du repas, je pense que pour vous aussi, en termes de ce qu'il faut apporter, des apports nutritifs, voilà, c'est ce que je cherchais, pardon, ça change un petit peu la donne aussi. Alors, le légume, tout le monde sait que nutritionnellement, ça amène beaucoup de bénéfices. Des fibres, tout le monde le sait, et depuis très longtemps. Oui. Et des protéines avec les légumineuses en particulier. Enfin, tout le monde le sait, oui. Sauf que, si on est juste Est-ce que la pomme de terre est un légume dans ce... non, c'est un féculent. Ça, c'est nos débats d'experts. Ça a toujours été le problème. Non, le point, c'est plutôt le légume, si on le consomme uniquement pour des raisons, on va dire nutritionnelles, parce qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, et c'est très bien de le faire, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Si on veut aller vers une alimentation plus végétale, et on en a besoin si on va avoir une alimentation pour 9 milliards de personnes sur la planète, il faut qu'elle amène du plaisir. C'est pour ça qu'on va amener cette inspiration dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ça qui est nouveau dans la mission du groupe Bonduelle. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'on va aller sur vos modes de production, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez aussi vers des protéines que vous n'utilisiez pas jusqu'à maintenant ? Alors, des protéines végétales que vous allez être obligé d'intégrer dans un certain nombre de repas préparés, etc. Et tout, parce que maintenant, il faut qu'il y ait effectivement une sorte de... Enfin, il faut que ce soit complet. Il faut que ce soit complet, vous le dites. Donc, il faut associer des légumes avec des légumineuses, avec des céréales, pour avoir des plats plus complets, c'est des démarches plus savoureux. Qui sont récentes pour Qui sont vous récentes, oui. Voilà. Par exemple, sur une marque comme Bonduelle, on a maintenant des poêlés de légumes dans lesquels on va associer du boulgour avec de lait d'amamé, du butternut, donc différents produits qui avant n'étaient jamais associés. Mais que vous ne produisiez pas surtout. Alors aujourd'hui, on en produit la large majorité, puisque chez Bonduelle, on produit 96% sur la marque Bonduelle des légumes que nous vendons. Légumes, légumineuses, céréales. Certains sont encore achetés à l'extérieur, mais 96% viennent, et en majorité d'ailleurs du marché français. Sur la marque Bonduelle, on a 95% de légumes qui viennent du marché français. Donc c'est pas complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les associations. Et c'est les offres qu'on va pouvoir proposer aux consommateurs pour être en cœur d'assiette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors qu'historiquement en France, le légume, on lui fait une petite place à côté de la viande ou du poisson. Mais oui. Et aujourd'hui, il devient cœur d'assiette pour une majorité de consommateurs. Cœur d'assiette, il devient cœur d'assiette. C'est peut-être un peu marketing, mais c'est ce qui change dans le quotidien en effet des consommateurs. Comment vous vivez la polémique autour des cantines scolaires ? Vous avez suivi ça là, on est au cœur du... Il va y avoir un... Enfin, c'est quand même... On est dans un... Oui. Pardon, je le dis comme ça, basiquement un peu. Là, on est quand même dans un drôle de pays. Donc, on est en train de discuter d'un projet de loi de transition énergétique, etc. Et l'une des polémiques les plus importantes,
Alors, nous, on est... C'est de savoir, attendez, je finis juste, je fais un petit peu l'acteur, parce que voilà, comme ça on fait le malin, mais c'est de savoir s'il faut réserver un plat végétarien par semaine à la cantine. Bah, vous parlez des enjeux quand même. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut laisser du choix. On n'est pas dogmatique du tout. Ouais. On voit qu'en France, il y a 40% des consommateurs qui disent on est flexitarien. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. Un peu, ça veut dire quoi? Ça veut... Il est absurde ce terme. Ah oui. Ça veut dire qu'ils mangent normalement, non? Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement omnivores. Ça veut dire qu'ils consomment moins de poissons et de viande qu'auparavant pour laisser plus de place aux légumes. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Bon. Donc ça, on voit bien que c'est le mouvement de fond. Donc nous, on va proposer des offres qui permettent d'y répondre. Après, les consommateurs, évidemment, beaucoup, les convives, comme on les appelle, veulent avoir parfois de la viande, parfois du poisson, parfois du légume. C'est leur choix. Nous, on n'a absolument pas de position dogmatique. Par rapport aux cantines scolaires, parce qu'on travaille beaucoup avec les cantines scolaires, hein, on a une grosse activité. Évidemment, et on va en parler. Pour nous, ce qui est important, c'est de leur apporter des offres qui leur permettent de les mettre en œuvre facilement, des offres surgelées en grande partie, pour pouvoir proposer des légumes en accompagnement ou en cœur d'assiette, un jour par semaine s'ils veulent, 5 s'ils veulent. On n'a pas de position dogmatique par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que les convives veulent de plus en plus avoir des produits végétaux. C'est ça qui est important pour nous. Alors, parlons de ça aussi, parce que donc il y a eu vos résultats semestriels qui sont tombés. Alors, à l'échelle mondiale, vous vous occupez de la France. Oui. Bonduelle, il faut le dire quand même, on peut en dire un mot, c'est quand même un groupe considérable, finalement, au cœur de la production de légumes, c'est-à-dire c'est autour de un peu moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est le leader européen, si on prend... C'est le leader européen. C'est ça. C'est un groupe international. C'est un groupe international. À peu près sur ces 3 milliards, vous parliez 2,8 l'année dernière, 55% est hors Europe, 45% en Europe. Ouais, voilà, c'est un groupe à taille mondiale. Ouais, c'est ça. Mais d'une taille quand même intermédiaire par rapport à des grands mastodontes internationaux. Nous, on aime dire qu'on a un groupe multilocal. En France, on a un groupe éminemment local. C'est-à-dire, vous avez des grands mastodontes qui sont producteurs bruts, on va dire, de matières premières agricoles, oui. Mais transformateurs, comme vous le faites vous, c'est-à-dire producteurs et transformateurs. Dans ce marché-là, on fait partie des intervenants. Voilà, il n'y en a pas des masses. Et en Europe. Ouais, tout à fait. Et beaucoup en Amérique du Nord, parce que le groupe Bonduelle est très fort au Canada et aux États-Unis également. Et ça, c'est quoi? C'est le fait d'acquisition? C'est des choix qui ont été faits à quel moment, ça? Alors oui, Canada, Amérique du Nord, c'est principalement des acquisitions récentes. Ouais. Alors qu'en Europe, ce sont les marques Bonduelle, la marque Casgrain aussi, qui a été acquise depuis 30 ans maintenant par le groupe Bonduelle, et le développement de ces marques-là dans tous les pays d'Europe. Et qu'est-ce que... Alors, c'est vrai qu'on sort un peu de votre scope, et dites-moi, mais... Qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, vu les puissances agricoles américaines et canadiennes, par exemple? Quand on s'appelle Bonduelle, qu'est-ce qui fait que, oui, on va aux États-Unis et on taille les croupières à ceux qui y sont installés? Pour nous, c'est toujours une certaine vision du monde agricole et d'une transition agroécologique qu'on veut porter, dont on veut être les leaders. Que ce soit en Amérique du Nord, que je connais moins, en Europe, que je connais bien, et en France en particulier. C'est-à-dire qu'on a toujours en face de nous des mastodontes. Il va toujours y avoir des entreprises qui vont être plus peut-être sur le volume. Et nous, ça ne va pas être notre priorité aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner nos partenaires agricoles vers une transition qui soit respectueuse de l'environnement. Donc en association avec eux, finalement, on est... Absolument en association. Il y a 2800 agriculteurs qui nous accompagnent dans le monde entier, 1500 en France. 1500 en France? Oui, 1500 en France. Nord-Picardie beaucoup et Sud-Ouest également, c'est les deux grands bassins. Et ce qu'on veut, c'est avec eux mettre en place des nouvelles pratiques culturelles, accélérer dans cette transition agroécologique, avoir beaucoup moins de pesticides par exemple, pour apporter des produits qui soient au plus près de la nature. C'est ça notre but. Alors, revenons en France, il a fallu faire un switch quand même. Et ça, il faut qu'on ait tous conscience de ce que ça a dû représenter, vous allez nous le raconter. C'est-à-dire, ok, grande distribution, tout à coup, prise d'assaut, et les restos qui sont fermés. Oui, donc on a vécu... C'est quoi? C'est 50-50 en plus, vous, à peu près Alors on est davantage en Europe sur les réseaux de grande distribution. D'accord. On a les 3/4 des activités et puis 1/4 sur la partie, on va dire, food service, comme on l'appelle, qui elle a beaucoup souffert, qui a énormément souffert, évidemment, puisqu'il y a énormément de... Les restaurants d'entreprise, par exemple, ont fermé. Bien sûr. Donc qui a été en recul très important et qui s'est reporté en termes d'actes d'achat, d'actes de consommation, d'actes de préparation, chez soi, dans les foyers. D'ailleurs, on avait une enquête qui disait mais ça veut dire que c'est vos chaînes industrielles, c'est vos chaînes logistiques qu'il faut transformer. Il a fallu les transformer, mais alors extrêmement rapidement. Le 11 mars de l'année dernière, tout était en train de changer pour nous, avec nos usines, en termes d'organisation. Exactement. Donc on a dû choisir, par exemple, des gammes que l'on pouvait produire à grande échelle pour répondre à la demande, et en fermer beaucoup d'autres. Et la grande distribution nous a accompagnés. Là, je parle du premier confinement, pendant les 2 premiers mois, parce qu'il a fallu faire des choix extrêmement importants.
Sinon, on aurait une crise alimentaire en plus de la crise sanitaire. On est d'accord. Mais c'est bien de cela dont je veux parler. Et l'ensemble des gars qui étaient sur les chaînes, qui faisaient ces produits-là, il a fallu qu'eux aussi ils se transforment. Il a fallu qu'ils s'adaptent. En plus, on mettait en place les mesures barrières. En plus, on a eu très peu d'absentéisme d'ailleurs. On a eu des équipes extrêmement engagées. On a dû mettre en place du coup des mesures qui faisaient qu'on ralentissait aussi un petit peu la production, la productivité. Mais on a pu répondre à l'essentiel de la demande en faisant donc ces transferts, et puis ensuite refaisant des transferts lorsqu'on s'est retrouvé à la fin du printemps et que le food service a repris une partie de son activité. On peut dire que depuis un an, ça n'arrête pas, hein, ça continue de monter et descendre de cette façon-là. Il doit quand même y avoir une cohésion d'entreprise assez forte là pour réaliser tout ça quand même. Et et est-ce qu'on arrive à maintenir justement cette cohésion d'entreprise très forte là je crois qu'on un an après le début de l'épreuve d'une certaine manière. Je crois qu'on a été très impressionné chez Monduel, comme dans beaucoup d'entreprises et d'industries, par l'engagement des équipes qui ont répondu présent en fait, Exactement. qui ont été là, qui ont fait des heures parfois très longues, qui ont dû faire des heures aussi très tôt. Je pense aussi à nos équipes qui sont sur le terrain, vous savez, les équipes qui travaillent au plus près des supermarchés, qui vont tous les matins et qui ont dû aider à refaire des rayons qui étaient vides et dévastés à la fin de la période de Covid, parce que les approvisionnements avaient dû changer, et qui ont dû aider nos partenaires de la grande distribution à repositionner toutes nos gammes dans les rayons, et qui étaient en magasin tous les matins à 4h du matin ou 5h du matin. Donc on a eu des engagements admirables de la part de nos équipes. Vous avez su récompenser ces engagements ? On a su évidemment accompagner et récompenser, c'est la moindre des choses. Ces engagements, ouais. Absolument. Oui, et puis de toute façon c'est indispensable, parce que l'histoire continue. Absolument. Alors, mais justement, on va en finir là, c'est-à-dire la grande distribution vous a accompagné, et maintenant alors, comment ça se passe ? Là on est c'est une phase de l'économie française, les négociations avec la grande distribution. Et on évoque partout le retour d'un durcissement très fort sur les prix. On sait, je le dis juste là aussi, il y a 2 ans et demi maintenant, une loi dite Egalim, pour mieux rémunérer justement le travail des agriculteurs. La loi a fait pchit, je ne vous demande pas de commenter ça, moi je le dis, la loi a fait pchit. Et donc on est dans quelle ambiance là ? On a eu 2 phases là, dans les 12 derniers mois, parce qu'il y a cette phase où on était vraiment très main dans la main avec la grande distribution face à cette crise, et vraiment, ils ont joué le jeu, on a joué le jeu ensemble. Puis ensuite, on a eu une phase, on est revenu dans une phase de négociation. Mais ce qui a changé quand même, c'est que nos partenaires de la grande distribution, ils ont très bien compris que l'on doit accompagner des filières agroalimentaires en France et des filières agricoles. Donc, on a, depuis 2 ans, lancé des programmes d'accompagnement qu'on appelle le ruissellement, vous connaissez la loi Egalim, pour aller créer de la valeur sur nos produits, pour pouvoir rémunérer mieux nos partenaires agriculteurs, qui en ont besoin pour assurer la pérennité des filières, et puis parce qu'ils font face à des charges qui sont en hausse. Et parce qu'on veut aussi qu'ils accompagnent la transition agroécologique. Donc pour ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'engagement de la grande distribution. Donc dans le cadre de la loi Egalim, il y avait eu des avancées peut-être assez timides, beaucoup dans l'industrie du lait, vous avez déjà dû en entendre parler. Il n'y avait que le lait, en fait. Et nous sommes fiers d'avoir été les premiers à mener cette transition aussi dans les légumes. On a commencé l'année dernière. Ça veut dire quoi concrètement, Jean-Noël ? Ça veut dire que la grande distribution accepte de payer plus cher ? Ça veut dire que la grande distribution a accepté de nous accompagner dans des revalorisations de filières, dans les négociations qui viennent de se terminer. Mais ça veut dire que vous, derrière, vous avez suffisamment confiance dans le pouvoir de la marque Bonduelle, parce que c'est pris plus cher, ils vont se retrouver aussi plus cher en rayon. Alors, on parle de choses très timides, on n'est pas sur des augmentations très élevées, mais qui vont permettre de mieux rémunérer nos partenaires du monde agricole. Et oui, on a confiance, parce qu'on sait que les consommateurs sont prêts à valoriser du local de bonne qualité. C'est ça. Quand on demande aux consommateurs ce qu'ils demandent sur des produits, on va dire, agroalimentaires aujourd'hui, le premier critère de choix, c'est le local. 90% des consommateurs disent « je veux avant tout un produit local et de bonne qualité ». Donc on sait qu'ils sont prêts à mettre les quelques centimes de plus pour aller chercher ces produits. Une boîte de petits pois, en moyenne, c'est 1,16 € en France. Peut-être que ce sera quelques centimes de plus l'année prochaine. 1,20 €. Peut-être, du 18. C'est pas moi qui fixe les prix. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et on va voir si on joue le jeu, justement, nous. Exactement. Si au-delà de ce qu'on peut déclarer dans des sondages, dans des panels, etc., on va voir si on joue le jeu pour effectivement revaloriser ces gens-là. Merci Jean-Noël. Jean-Noël Darniche, donc le directeur général de Bonduelle, enfin l'un des directeurs généraux de Bonduelle, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart donc avec Jean-Luc Longeroche qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui est le patron de GEPS Techno, GEPS, qui est installé sur la presqu'île de Guérande, les amis, quand même. Parce que tout le monde discute du job de rêve. Moi je l'ai trouvé, le job de rêve, c'est d'aller bosser chez... on recrute régulièrement. Mais oui.
Mais ça doit être... Parce que, alors on va parler, vous travaillez, alors donc Ocean Tech, etc., les recherches d'énergie et tout, donc je pense que vous êtes à la recherche de talents sur l'énergie, sur la physique, sur l'ensemble des fluides, etc. Mais ça doit être un atout considérable que de travailler à Guérande. Alors c'est un atout, notamment on attire beaucoup de gens qui ont un lien particulier avec la mer. Ensuite ça reste une difficulté parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui choisissent plutôt les grandes métropoles et on est à 1 heure de Nantes. Donc ça dépend, c'est parfois un avantage, parfois un inconvénient. Avec le télétravail, on va peut-être pouvoir gérer les deux. Bon, parlons d'un mot, parce que je disais à la découverte de l'Ocean Tech, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement. C'est l'un des versants de cette richesse des océans finalement à exploiter sur lequel vous vous penchez, vous, c'est l'énergie, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a là aujourd'hui, et alors particulièrement avec la façade maritime qu'on a nous, des richesses inexploitées, un potentiel sur lequel on n'innove pas assez et on ne va pas assez travailler? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est sûr qu'il y a un potentiel. Alors, inexploité, je ne le dirais pas, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'initiatives liées à l'océan, au sens large, qui... je pense à l'algoculture, je pense aux choses dans l'aquaculture, il y a forcément l'énergie. Jean-Luc, à chaque fois, c'est des petites initiatives, c'est des labos de recherche, c'est des choses comme ça. Mais regardez tout simplement sur l'éolien en mer, mais on a un retard, je ne sais pas, peut-être de 10 ans par rapport aux Britanniques, par exemple. C'est certain. On est quand même en train de le combler à marche forcée. Hein. Ouais. Aujourd'hui... une de nos filiales est chargée de faire toutes les mesures de vent préalables au lancement des nouveaux appels d'offres éoliens en mer pour la France. Et notamment à l'occasion du Covid, il y a eu une très forte accélération. On devait faire 2 campagnes l'an dernier, on est en train d'en faire 8. Donc on est vraiment en train de préparer cette accélération. Les premiers champs sont en train de voir le jour. Le premier champ est sur le banc de Guérande à côté de Saint-Nazaire. Donc oui, ça arrive. Oui, on a pris du retard, mais les choses changent et changent vite. Donc, la base de votre réflexion à vous, et elle est absolument passionnante, c'est vieux comme l'usine marémotrice de la Rance, hein, qui est un petit peu au nord, là, hein, pas très loin de Saint-Malo. C'est l'idée qu'il y a une force dans ces océans dont on doit pouvoir tirer de l'énergie. Oui, alors l'idée de départ de GEPS Techno, c'était même de se dire il y a plusieurs forces. C'est-à-dire quand on est en mer, on a le vent, on a la houle, on a le courant, on a le soleil. Et donc c'était vraiment d'arriver à combiner tout ça sur un seul et même flotteur et puis d'être capable de s'adapter précisément à l'endroit où est notre client en disant si vous avez plus de houle, on prend plus de houle. Si vous avez plus de vent, on prend plus de vent. Vos clients principalement sont les plateformes aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui, ça va être par exemple le pétrole, mais ça va être l'éolien marin qui a aujourd'hui, qui sur certaines utilisations met en œuvre des groupes diesel et on va leur proposer de les remplacer par des énergies renouvelables. Non mais quand je disais plateforme, ce sont des situations stables. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vous étudiez vous la situation là où ils sont. Oui. Exactement. Et vous imaginez la solution énergétique qui va être la plus écologique et la plus rentable. Exactement. Ouais. Ils nous donnent leurs besoins vraiment en disant on a besoin de telle énergie à telle fréquence et telle manière. Et nous, on observe, je dirais, ce qui se passe et on leur dit avec telle plateforme, on va répondre à votre besoin. La houle, on peut récupérer l'énergie de la houle ? Alors, on peut récupérer l'énergie de la houle. Aujourd'hui, il y a près de 150 projets à travers le monde qui essayent de récupérer l'énergie de la houle. Qui essayent. On est, je dirais, à l'échelle mondiale, on est aujourd'hui 3 ou 4 sociétés à avoir atteint le stade commercial. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, décrivez-moi ce qu'on voit là, Jean-Luc. Donc, c'est une plateforme jaune avec je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Elle est blindée de panneaux solaires. Ok, ça, panneaux solaires, on sait faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, justement Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Dans la tranche du milieu de la plateforme, vous avez une espèce d'étoile qui est remplie à moitié d'eau. Et chaque fois que la plateforme va basculer autour d'un de ses axes, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, l'eau va se mettre en circulation et on va récupérer cette circulation d'eau avec une turbine. Et avec cette turbine, on va fabriquer de l'électricité. Mais alors, on fabrique de l'électricité, mais de quoi? De quoi allumer une ampoule? De quoi faire chaud? Il me dit plusieurs ampoules. Plusieurs ampoules. Alors, ça dépend de la taille des ampoules, mais de quoi? Aujourd'hui, ça se calcule en kilowatts, en mégawatts. On est en centaines de kilowatts installés. En centaines de kilowatts, voilà. Et on va produire. Alors, une des grandes richesses de la houle, c'est que c'est une ressource qui est plutôt très stable dans le temps.
Donc c'est assez rare qu'il n'y ait vraiment pas de houle et c'est aussi assez rare qu'il y ait des très grosses tempêtes. Et encore, on est capable de produire, on écrète entre guillemets, mais on est capable de produire en période de grosses tempêtes. Et donc on va, en fait, avec une plateforme comme ça, on va être capable de livrer quelques dizaines de kilowatts de manière très permanente. Alors, on s'adresse clairement pas au réseau, hein, on va pas chercher à se connecter au réseau EDF et à remplacer des centrales nucléaires. Nous, on cherche des gens qui ont besoin d'alimenter des skis de pompe au fond de l'eau. Alors, donc, typiquement, on retombe sur les usages industriels qui sont en mer. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut regarder, il y a un truc, moi j'ai envie qui m'intéresse beaucoup, qui se rapproche un petit peu d'ailleurs du dispositif de la Rance, finalement. Oui. Je me souviens, c'est-à-dire c'est un musée aujourd'hui, parce que je l'ai visité, moi, il n'y a pas très longtemps, l'usine marémotrice. Non, elle tourne encore. Elle continue à fonctionner. Elle continue à fonctionner. Mais on peut la visiter. On peut la visiter. Assez librement. Ça reste un outil intéressant construit dans les années 60, je crois, hein, d'ailleurs. Hein. Ça doit être ça, oui. Ouais, c'était une époque où, justement, voilà, la France industrielle avait de grandes ambitions. Une grande innovation. Ouais. Voilà, une grande innovation, une grande ambition. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a une digue portuaire, c'est ça? Donc là, l'idée, c'est un projet qu'on porte avec le groupe Legendre. Ça a vraiment été... le groupe Legendre souhaitait se lancer dans la construction de digues et est venu nous voir en nous disant qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'innovant. Et donc, on a proposé de récupérer l'énergie des vagues, plutôt qu'elles viennent se casser sur la digue et qu'elles ne servent à rien. On a installé un dispositif alors complètement différent de celui de nos plateformes, à l'intérieur de la digue. Donc, c'est un système de volets qui va d'avant en arrière. Mais alors, c'est des volets qui font la taille de la digue. Attention, je veux le préciser. Donc, c'est des volets qui font quoi, 1,50 m, 2 mètres de haut, là non, c'est des volets qui font 6 mètres de haut par 20 mètres de long. Ah ben... oui, voilà. On fait rarement dans le petit. En mer, ceci dit, en mer, 20 mètres par 6, c'est une taille tout à fait raisonnable. En quelle matière ? Aujourd'hui, les premiers prototypes seront avec un volet métallique et une ossature béton. Voilà, c'est ça. Et c'est le battement de ces volets qui va entraîner une génératrice. Exactement. Alors c'est un système il y a justement plusieurs projets houlomoteurs qui ont cherché à utiliser ce système du volet, mais plutôt posé au fond de l'eau et pour alimenter le réseau. Et on est les premiers à avoir eu l'idée de transformer ce concept pour en faire un concept de digue énergisée, sur lequel aujourd'hui on a énormément de contacts entrants, c'est-à-dire clairement le marché attendait cette solution-là. Mais c'est fascinant, Mais là encore, quelle puissance on arrive à générer? Alors là, on va commencer à être très rapidement sur des mégawatts, parce qu'on est sur des tailles significatives, et à partir du moment où on a une houle, les endroits où on pose des digues, c'est quand même des endroits où justement il faut se protéger de la houle, donc on a souvent un bon gisement. Donc là, on parle de pouvoir installer des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts sur une digue. Oui. Et donc là, on a sur la digue qu'on voit qui... Alors, c'est évidemment une recomposition. Hein, voilà. C'est pour l'instant une image de synthèse. Voilà, pardon, c'est ce que je cherchais, une image de synthèse. Mais on voit une toute petite partie de la digue qui est réalisée comme ça. On ne pourra pas faire plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème de sécurité si jamais on étend davantage. Non, absolument pas. Cette image, en fait, elle reflète ce qui devrait... Le projet qui devrait s'installer, on va dire, en 2023 avec le premier prototype qu'on va créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a prévu d'installer 3 alvéoles de 20 mètres de long. Mais ceci dit, si c'est convaincant et si les collectivités territoriales de la zone concernée sont intéressées, on peut tout à fait... Alors, on ne fera jamais toute la digue, puisque évidemment, la partie de la digue la plus proche de la terre récupère peu de houle et c'est un peu un non-sens économique. Je comprends. Mais par contre, on n'a aucune difficulté j'ai envie de dire... On a vu quelques appels d'offres passer. Et donc ce sera où ça? Parce qu'on voit bien la baie derrière, ça fait village breton, un peu Bretagne Sud. Aujourd'hui, on est en discussion avec la région Bretagne pour essayer de trouver la bonne localisation pour installer cette première digue. Ah oui, c'est l'image parfaite effectivement de la baie du village breton. Là, ouais, vous l'avez parfaitement recomposée. Et cette énergie, elle ira alimenter quoi à ce moment-là? Des services portuaires? Alors, évidemment, on va essayer de privilégier plutôt l'autoconsommation, parce que les zones portuaires sont des zones dans lesquelles il y a plutôt beaucoup de consommateurs électriques. Mais on pourrait imaginer des choses un peu différentes, comme par exemple produire de l'hydrogène pour alimenter directement des navires de pêche à proximité ou d'autres navires. Donc il y a plusieurs utilisations. Juste pour terminer... je dois avouer, alors je crois que c'était Naval Group qui avait immergé, mais alors... Ça s'appelait une hydrolienne, hein, oui. Ça s'appelle d'ailleurs toujours. Je crois qu'elle est toujours au fond de l'eau et puis que... Non, ou alors ils l'ont sorti. Pense qu'ils l'ont sorti, oui. Ils l'ont sorti, oui, je crois qu'ils l'ont sorti d'ailleurs, justement.
mais vraiment quelque chose de gigantesque qui alors aspirait l'énergie des courants marins, et notamment du plus puissant peut-être du monde, je crois, au large de la pointe du Raz. C'est-à-dire, on ne peut pas voir trop gigantesque non plus. C'est toute la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça reste de l'expérimentation. Alors, je ne dirais pas ça. Chez GEPS, on défend un principe qui est de dire que ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de 500 mètres de diamètre si on n'est pas capable de le réussir sur quelque chose qui fait 10 mètres de diamètre. Et donc, on a systématiquement la plateforme qu'on voyait tout à l'heure, qui fait aujourd'hui 24 mètres de long. On a commencé par faire des plateformes de 3 mètres de long qu'on vend aujourd'hui, qui marchent. Et donc, ce qu'on sait faire sur 3 mètres de long, on commence à bien savoir le faire sur 25 mètres. Et peut-être qu'un jour, on le fera sur quelque chose de 100 mètres de long. Mais enfin, nous, notre conviction, c'est on ne se lance pas. Ça ne sert à rien de fabriquer quelque chose de très très gros si on n'est pas capable de résoudre les petits problèmes d'abord. Et dans l'hydrolienne, je pense que voilà, il a fallu une phase d'apprentissage. Il y a aujourd'hui des projets français, je pense à Sabella et HydroQuest, qui aujourd'hui continuent à avancer, connaissent une bonne réussite. Et alors, c'est beaucoup de PME. Aujourd'hui, force est de constater que les gens qui avancent vite, c'est beaucoup de PME. C'est beaucoup de PME. Avec quand même des... Parce que c'est ce que montrent très très bien les vagues et cette digue. C'est quand même là pour l'éternité, quoi. Donc, on est vraiment au cœur de ce que peut être le renouvelable. Voilà. Oui. Donc, c'est sans sérieux. Magnifique, en tout cas. Magnifique. Merci pour tout ça, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc Longeroche, le patron de GEPS Techno sur la presqu'île de Guérande, avec des bons et des mauvais côtés. Et nous, on continue Bismart. On repart, les amis. Aymeric Kerdrel est avec nous. Bonjour, Aymeric. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Très très bien. C'est un plaisir d'être ici. Cool. Nickel. Tout va bien se passer. Superbe. Je vous sens. Non, je vous sens à fond, c'est un vrai plaisir d'être ici. Je savais pas encore. Alors, il y a combien de temps qu'à un moment j'ai dit bon, les plateformes, on va arrêter. Notamment tout ce qui est plateforme de mise en relation. Je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans. J'ai dit bon, allez, c'est fini, là, on a tout vu. Et je dois dire que tu arrives avec un truc qui m'intéresse. Alors, il y en a beaucoup sans doute sur le même modèle, peut-être pas sur l'achat d'occasion. Raconte-moi, donc ça s'appelle Visap. Exactement. Avec un V. Donc la révolution de l'achat d'occasion, raconte-moi l'idée, enfin ce que tu dis globalement c'est, mais enfin voilà, je vais te laisser là, on est sur une lame de fond de la deuxième main, il faut y mettre de la confiance. Exactement. Le marché de l'occasion, aujourd'hui, il est en pleine explosion. Surtout dû aux conditions actuelles. Il y a un très célèbre site d'occasion qui a enregistré des connexions absolument énormes. Tu penses à quoi? Tu penses à Le Bon Coin? Exactement, je pense à Le Bon Coin. Après, il y en a énormément d'autres. Mais on a Back Market, pour le coup, dont on a raconté la croissance. C'était pas lié au Covid. C'est-à-dire que ça va bien au-delà du Covid. Effectivement, même au-delà du Covid, c'est un marché qui est en pleine explosion. Je pense aussi également à la marketplace de Facebook, qui, elle, propose aussi un marché d'occasion. Et en fait, notre idée à nous, de la plateforme de Visap, c'est de mettre en relation un acheteur d'occasion ou quelqu'un qui veut effectuer une location et un autre particulier qui va être situé à proximité du bien et qui va pouvoir, lui, aller vérifier, aller expertiser, aller authentifier le bien sans qu'on ait besoin de se déplacer en restant chez nous, tout simplement. Et donc, ça permet de toucher tous les marchés de l'occasion. L'origine de ce projet, en fait, il part d'une anecdote toute simple qui est la mienne. Je vous la fais très rapidement. Mais moi, j'étais bloqué en stage à Paris. Je devais trouver un appartement dans le sud de la France. Et je ne pouvais pas me déplacer sans que ça me coûte 200 € pour faire l'aller-retour, sans que je perde une journée de repos. Ah, mais puis, et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un sur place qui puisse simplement aller visiter les appartements pour moi et me faire un retour, me faire un feedback, m'envoyer des vidéos. Et ensuite, derrière, je peux choisir en restant chez moi et en ayant économisé du temps, de l'argent. Nos trois vraiment combats. Mais tu peux pas faire confiance à une agence immobilière? Alors, pour le système de location, les agences immobilières, elles proposent parfois ce type de choses, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un tiers de confiance qui lui est certifié par notre application, donc par Visap, et qui va pouvoir authentifier en faisant appel à quelqu'un à l'extérieur de l'agence immobilière. Oui, et puis il y a tout le marché particulier à particulier, c'est la moitié du marché en plus. Exactement, exactement. Et donc nos 3 combats, en fait, nous, c'est tout d'abord, c'est la distance. La distance, pourquoi? Parce que on n'est pas toujours à côté du bien qu'on veut acheter. Quand on a trouvé notre bien, c'est pas toujours évident de se déplacer pour aller le vérifier.
Donc nous, notre premier combat, c'est la distance. Le deuxième combat, c'est la connaissance du bien. Pourquoi la connaissance du bien? Parce que moi, demain, je veux aller acheter une voiture d'occasion, et ben, je n'y connais rien en automobile. Donc comment est-ce que je vais pouvoir être certain de ne pas me faire avoir? Alors je vous dis l'automobile, mais ça peut toucher tous les types de biens d'occasion. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que sur certains des segments, il y a déjà en fait des entreprises qui s'en occupent. Exactement. Et notamment en ce qui concerne l'automobile. Pour le coup, si tu as besoin de réassurance sur l'achat d'un véhicule automobile, je ne vais pas les citer, mais il y a au moins 2-3 entreprises qui font ça très très bien aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et qui même en fait te trouvent la voiture. Exactement. D'une certaine manière. Alors après, le marché de l'automobile, c'est très particulier. Très particulier. C'est effectivement celui qui est en ce moment le plus... C'est là où c'est le plus Je concentré. citais Back Market aussi. Back Market, c'est un tiers de confiance. Exactement. Et tu sais, si tu vas sur Back Market, que le téléphone que tu vas acheter va être certifié finalement. C'est clair. Après, il y a encore pas mal de gens qui ne font pas encore assez confiance Oui, puis il y a d'autres reconditionnés, et qui préfèrent encore acheter d'occasion. Mais donc voilà, donc c'est vraiment distance, connaissance du bien et connaissance du vendeur. Parce qu'on a beau être en 2021, on ne sait toujours pas qui vend et qui est la personne derrière le pseudo qui vend sur ce site d'occasion. Donc même si on sait que normalement elle a été vérifiée, que la personne a été authentifiée, on a encore énormément de plateformes qui ne proposent pas la vérification du vendeur. Donc on ne sait pas qui nous vend derrière. Donc concrètement, comment tu les appelles d'ailleurs? Tes vérificateurs? C'est une communauté de vérifieurs. Tes vérifieurs. Exactement. Donc ton vérifieur, ding dong. Bonjour, je suis le vérifieur WIZAP. Vous avez vendu... Visap, attention, Visap. On a beaucoup travaillé pour... Vous avez vendu, j'en sais rien, une commode. Je viens vérifier l'état de la commode. Exactement. En fait, vous allez poster... Et le gars va le laisser rentrer. Vous allez poster votre demande tout simplement sur notre application, sur notre site internet. Donc moi, demain, vous voulez faire vérifier votre prochain achat je sais pas, d'appareil photo, par exemple. Vous allez trouver un appareil photo. Et en fait, vous allez simplement poster votre demande sur notre application ou sur notre site visa.fr. Et à partir de là, sous forme un peu d'appel d'offres, il y a un vérifieur qui va accepter cette demande, qui sera à proximité du bien, et qui va aller vérifier à votre place. Et le vendeur en question est totalement peut laisser... Et s'il ne le laisse pas rentrer, ce sera un doute qui vous fera dire j'ai peut-être pas acheté ce truc-là. Ça ne nous est jamais arrivé. Combien? Parce que tu démarres tout juste. Exactement. Ça a été lancé le 1er septembre. Donc pour l'instant, on s'est vraiment... Combien de vérifications tu as faites? Alors sur le nombre de vérifications, on ne communique pas encore exactement sur ce nombre de chiffres. Par contre, on a des centaines de vérifieurs à travers toute la France. Des centaines? Des centaines de vérifieurs à travers toute la France. On commence à avoir quelques milliers d'utilisateurs et de personnes qui font vérifier. Mais c'est clair que sur le nombre de vérifications, on est encore très peu parce que ce type de plateforme, elle marche très bien le jour où la France entière connaît notre service. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre levée de fonds, c'est dans un premier temps de faire développer notre communauté et de faire découvrir le service à travers toute la France. Et dans un deuxième temps, d'ajouter différentes fonctionnalités à notre application qui sont extrêmement importantes, à savoir la vérification. Attends, avant d'aller là, j'ai vu d'abord que tu cherchais sur ton site, parce qu'il y a la compétence du vérifieur. Exactement. Et tu cherches des super vérifieurs. Exactement. En fait, on discerne vraiment deux types de vérifieurs. D'une part, les vérifieurs un peu, j'allais dire, basiques et qui peuvent effectuer des missions standards, du style... Donc, la commode, est-ce qu'elle est abîmée, pas abîmée? Est-ce qu'il y a des rayures, pas des rayures? Les tiroirs, est-ce qu'ils s'ouvrent, est-ce qu'ils se ferment? Une location, chacun peut prendre une vidéo de la location, c'est très simple. Et d'autre part, des vérifieurs qui, eux, vont être spécialisés dans certains domaines, donc dans l'automobile, quelqu'un qui a donné, je sais pas moi, 15 ans de cours de piano, qui va s'y connaître dans le domaine de la musique, qui va pouvoir expertiser ce genre d'objet. Et ces vérifieurs-là seront forcément rémunérés un peu plus qu'un vérifieur standard qui, lui, ira vérifier des domaines où la compétence n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, est-ce que tu connais une start-up qui s'appelait Click and Walk? Click and Walk, c'était un petit peu le même sujet que le tien autour de la publicité sur les lieux de vente. En gros, c'était une entrepreneuse formidable qui, en gros, proposait à l'ensemble de ceux qui distribuent des dispositifs de PLV, vous aviez les Click and Walkers. Pendant que je fais mes courses, je prends en photo la vache Milka, elle est bien dans le supermarché, il n'y a pas de problème, moi je gagne 10 €. Il se trouve qu'un jour, l'URSSAF a débarqué à Click and Walk, a dit ces gens-là, ils travaillent pour vous. Enfin, tu vas rentrer, et est-ce que tu as bien bordé ça, dans un univers légal au regard du droit du travail, qui est un univers très, très complexe. Très complexe, effectivement.
Et en fait, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet, à savoir, est-ce que c'est des personnes qui travaillent pour nous? Est-ce que c'est des personnes, je pense notamment d'ailleurs à Uber, qui eux, ont eu des problèmes par rapport à ça. Sans aller jusqu'à Uber. Click and Walk était vraiment exactement sur... Enfin, pas le même segment, mais le fonctionnement est le même. C'est quelqu'un qui fait autre chose et qui, à un moment, coup d'opportunité, je peux vérifier l'efficacité d'une publicité. Exactement. Après, il y a certains montants dans lesquels ce type de pratique, il est totalement légal et il n'y a aucun problème. Ensuite, ces personnes, elles ne sont pas employées chez nous, forcément. Elles travaillent et elles réalisent des missions pour Bizap, mais elles ne sont pas employées chez nous. Ok. Voilà. Faut bien checker le truc, hein. Et vraiment. Non, mais vraiment. Et quoi, montant maximum, c'est quoi, 500 € maximum? J'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est comme un autre. Enfin, si vous voulez, c'est comme un auto-entrepreneur. Il a des limites par an de revenus par rapport à ce type de service, et au-delà d'un certain montant, il doit commencer à déclarer un certain revenu chaque année, comme un employé classique. Après, nous. Là, pour l'instant, on est sur vraiment le marché de la sécurisation des biens d'occasion. Notre vision et notre objectif à long terme, c'est de se diriger vers, alors je vais utiliser ce mot entre guillemets, mais un type de conciergerie entre particuliers qui permettra à n'importe qui de poster n'importe quel type de demande. Et n'importe quel particulier pourra accepter ce type de demande et ça marchera toujours sous forme d'appel d'offres. Donc vraiment garder ce concept de particulier, mais étendre le type de service au-delà de uniquement la sécurisation des biens d'occasion. Genre faire garder ses enfants. Exactement, ça peut aller vraiment sur n'importe quel type de demande. Évidemment, on ne va pas tout inclure d'un coup, on va forcément... Donc c'est une vraie plateforme que tu veux créer à nouveau. C'est une vraie plateforme et une vraie communauté qu'on veut créer. 2021, il y a encore de la place pour créer une plateforme. En tout cas, moi je suis persuadé que 2021, il y a encore de la place pour Bizap. Et parce que tu parlais du Bon Coin, ils n'ont pas ce système-là, Le Bon Coin, je dois t'avouer, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Non, Le Bon Coin, ils n'ont pas de certification des objets qu'ils mettent en vente, il faut dire qu'il y en a tellement. Pas de certification pour le moment, pas de certification officielle. Forcément, en même temps, Le Bon Coin, c'est 30 millions d'annonces environ sur leur site internet. Donc non, ils n'ont pas de certification. Forcément, ils ont des check-up, enfin des checkings, mais il n'y a pas de. Et juste dernière question, tes vérifieurs, l'indice de confiance, c'est-à-dire que j'imagine, ça c'est la base des plateformes, c'est la notation par ceux qui ont eu affaire, qui utilisent ces vérifieurs. Alors nous, pour l'instant, qui vont leur donner toute leur crédibilité. Exactement. D'une part, on a forcément la vérification de l'identité parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire. À travers des plateformes de paiement, on sait qui est la personne qui va vérifier. Ensuite, il y a forcément le système de notation qui est présent sur tous les autres types de plateformes. Et sur le long terme, et c'est l'une des premières fonctionnalités qu'on veut rajouter, c'est cette certification à travers des certificats de garagistes, automobiles, dans la musique. Quelque chose qui prouve que la personne a des compétences dans ce domaine-là. Pour tes super vérifieurs. Exactement, pour les plus grands. Bon, bonne route. Merci beaucoup. Aymeric Kardrel, donc fondateur de Visap, était notre invité sur Bismart. Et on termine donc avec le prix des champions, avec le business du sport et avec François Pesanti. Bonjour François Pesanti. Bonjour Stéphane. Alors je le dis d'un mot en toute transparence, on se connaît très bien avec François puisqu'on a été dans le même groupe pendant de nombreuses années. François Pesanti, il a été 18 ans chez RMC. Tu as fait la construction de la marque RMC Sport aujourd'hui, qui a été, là je le dis aussi sans aucune flagornerie, mais je crois que c'est la première fois. Il y a eu beaucoup de tentatives, le sport me passionne, vous le savez sans doute. Il y a eu beaucoup de tentatives pour construire une marque média sport en marge de l'équipe. Et François, je crois que vous avez été pratiquement les premiers à réussir. Voilà. En même temps que des marques plus réduites, notamment sur l'écrit aujourd'hui, avec des périodicités plus longues qui arrivent maintenant à s'imposer. Mais c'est très très compliqué en fait. C'est vrai, pour finir avec cette parenthèse, que des études qu'on avait menées en 2018 nous plaçaient en termes de notoriété auprès des fans de sport à côté de l'équipe et de Canal. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Canal portait aussi autre chose. RMC Sport, c'était vraiment RMC Sport. Ouais, c'était beaucoup d'infos. Et puis c'est devenu de la télé payante, évidemment, avec le groupe Altis et la Ligue des Champions, dont on a été diffuseur pendant 3 ans. Alors, là, on arrive visiblement à un problème de financement du sport business. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on est... Et ensuite, on va raconter ce que tu fais, etc. Avec d'ailleurs, tu dis Sport Hall ou Sport Hall ? On dit Sport Hall. Sport Hall, voilà. Ouais. Avec Sport Hall. Mais justement, on va y aller.
les grands sports, en tout cas en France, mais est-ce que c'est vrai ailleurs dans le monde, aujourd'hui sont en train de buter sur des problèmes de financement. Comment tu les expliques et comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette équation ? On va décorréler le problème conjoncturel du Covid, parce que lui, il vient évidemment perturber un écosystème qui était déjà engagé par ailleurs. Sur le plan des droits télé, il y a en effet une sorte de plafond, voire de reflux, notamment en France. Alors en France, on était dans une situation d'ultra-concurrence, où, notamment avec l'émergence d'RMC Sport, puis de Mediapro, qui s'ajoutait à beIN Sport, à Canal, on avait une offre pléthorique de 4, voire 5 offres de pay TV avec Eurosport, ce qui était inédit en Europe. Ça n'existait nulle part ailleurs. Et on est passé en quelques mois de cette situation à une situation de quasi-monopole de Canal qui a très bien manœuvré, qui a verrouillé le marché, qui a fait des partenariats avec beIN et avec RMC Sport notamment. Eurosport est toujours là, mais avec une logique plus internationale. Donc aujourd'hui, quand vous êtes un ayant droit, si tu as des droits à vendre aujourd'hui sur le marché, en dehors de Canal et de ses partenaires, si je puis dire, il n'y a plus grand monde. Et il n'y a plus de compétition sur le marché. Il n'y a plus de compétition. Mais parce que c'était quelque chose de profondément... Pardon, alors, c'était pas sain comme système. C'est-à-dire, l'ensemble des acteurs que tu as cités, en fait, étaient là pour d'autres raisons que la diffusion du sport. Altice était là pour essayer de refaire ce qu'avait raté Orange sur une sorte de couplage. Je veux essayer de donner de la valeur à mes réseaux. beIN, globalement, c'est quand même le soft power du Qatar, qu'on le veuille ou non. Voilà. Le Mediapro, on n'a jamais vraiment compris ce qu'ils faisaient là, eux-mêmes, peut-être pas. Il y a des actionnaires. Et donc, c'est là où il y a un sujet quand même, où il y a un souci. C'est-à-dire, il n'y a pas une boîte de diffusion, de valorisation de droits dont ce soit le seul job. Oui, alors c'est devenu... Bon, on peut considérer que c'est encore le métier de Canal, même si Canal devient de plus en plus un agrégateur d'applis, évidemment. C'est ça, qui fait énormément d'autres choses. Et c'est justement sur le digital qu'on va trouver ces pure players dont tu parles aujourd'hui, puisque finalement, il y a de ce fait un basculement de la télé linéaire vers le digital. En tout cas dans le monde du sport, mais je crois que ça concerne l'entertainment au sens large, évidemment. Et aujourd'hui, la plupart des ayants droit, notamment les plus petits, mais ça va monter de plus en plus haut, non plus comme refuge, si je puis dire, quand ils n'arrivent plus à vendre leurs droits à la pay TV, qui ne peut pas s'occuper de tout le monde, que d'aller sur le digital. Et le digital est en train de reconstituer un marché. Alors le digital, c'est quoi ? C'est bon, il y a la télé linéaire d'un côté, on rappelle rapidement le contexte, la télé linéaire, elle est disponible sur la TNT ou sur les box de vos opérateurs. Et puis après, à côté de ça, il y a des applis Internet qu'on peut télécharger sans passer par une box. La plus connue étant Netflix, évidemment. Dans le domaine du sport, il y a des Netflix qui naissent un peu partout et qui se développent. Comme il y a plein de chaînes de télé qui se développent, il y a plein d'offres OTT qui se développent. Et SportHall fait partie de celles-là et viennent, si tu veux, à la rescousse de tous ces sports qui étaient d'un coup en manque d'exposition. Je ne parle même pas de droit télé, je parle de simple exposition pour valoriser leur compétition et leurs partenaires. On va y aller, tu vas aller chercher effectivement les sports oubliés, mais j'ai encore une question sur, on va dire, les grands sports. Les GAFA, là... Régulièrement, j'entends, mais ça me fait penser en fait aux questions qu'on posait à Orange il y a pratiquement 10 ans. J'ai l'impression qu'ils jouent avec ça comme un chat avec une petite boule de mousse. En fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils... Ils peuvent mettre 200, 300, 400, 500 millions sur la table. Eux, ça ne leur pose aucun problème et ils n'ont pas d'enjeu de rentabilité. Et pourtant, ils n'y vont pas. Ou ils y vont doucement. Ils ne vont pas tellement sur le live de sport, qui est pourtant un produit télé phare, majeur. Ce sont les plus gros investissements de la télé. Ils n'y vont pas parce que d'abord, ils ont des métiers spécifiques. Netflix, c'est d'abord de la VOD, de fiction, de séries, de documentaires. Amazon, c'est une autre logique. Alors Amazon commence à rentrer. Moi, avec le foot américain d'ailleurs. Je pense qu'Amazon va devenir un grand diffuseur du sport dans les années qui viennent, peut-être y compris en France, et ce sera parmi les grands acteurs, peut-être l'un des concurrents de Canal dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que les autres, pour l'instant, butinent, regardent, montrent beaucoup de prudence et ne se déploient pas comme ils pourraient le faire. Ils pourraient tuer le marché, en effet. Ils pourraient tout rafler. Donc pour l'instant, il y a une sorte d'attentisme de leur part. Parce que je crois aussi que ces GAFA ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas faire tous les métiers du monde, et qu'à un moment donné, eux aussi auront plutôt vocation à agréger des offres spécialisées de gens qui auront déployé des thématiques très précises, bien huilées, bien marketées, rentables, et peut-être que par la suite, ils se rapprocheront de ces gens-là. Et donc ça laisse le champ à des acteurs locaux, européens, mondiaux, et dans le streaming de vidéos de sport et de live de sport, il y a plein de catégories d'acteurs. Alors SportHall aujourd'hui c'est un acteur français qui se déploie sur la France mais qui a vocation à devenir international. Il y a des acteurs déjà internationaux comme DAZN
DAZN. C'est une On offre le présente comme le Netflix du sport, Oui, sans que je parce comprenne que- bien ce que ça veut dire. Parce que c'est l'offre qui, au plan international, en termes de pure player, ils ne sont pas affiliés à un groupe, ils sont indépendants, et celle qui a mis le plus d'argent sur la table. Voilà, c'est Alors ça. pour l'instant en Europe, essentiellement en Allemagne ou en Italie, beaucoup plus qu'en France. En France, ils viennent de rentrer avec une petite offre de fight, et donc ils sont assez confidentiels pour l'instant. Et donc ça laisse la place à des acteurs locaux dont je peux vous dire qu'ils sont très attendus. On discute avec beaucoup d'ayants droit de sport, de fédérations, de ligues, de clubs qui viennent parler avec nous parce qu'ils ont besoin d'un diffuseur, ils ont besoin de voir leur contenu déployé, ils ont besoin de toucher un public, de créer de la fanbase et de retrouver un modèle économique avec leur contenu. Et alors, justement, allons-y, Sport Hall. C'est-à-dire, tu sais, c'est idiot. Je pensais, en réfléchissant à ce que vous étiez en train de faire, aux émotions qui nous prennent autour du biathlon au moment des Jeux Olympiques. Oui. C'est-à-dire, à un moment, on se met à se passionner pour ce sport invraisemblable. Voilà. C'est vrai. Mais parce que, alors pardon d'utiliser ce terme, mais on y retrouve des valeurs qu'on a peut-être perdues, en fait, dans les grands sports. Oui, c'est Est-ce un que bon c'est exemple. pas ça l'une C'est des vrai. grandes forces sur lesquelles tu vas pouvoir C'est travailler? vrai, on retrouve des gens normaux, des sportifs qui Des se mecs battent. qui se Voilà. déchirent. On retrouve du suspense parce que le biathlon est un mélange de force pure, celle du ski de fond, et de côté aléatoire du tir. Ça peut passer juste à côté de la cible. Donc il y a un suspense, il y a des rebondissements, il y a des dramaturgies terribles, et c'est tout ça qui fait l'essence du sport. Et c'est pour ça que dans le sport, que tu aimes beaucoup, je le sais, il y a énormément de disciplines, de champions à découvrir, et qu'on ne voit plus sur les écrans. Et grâce au digital, on va les revoir. Mais on les voit plus dans des pourquoi? formules On les à la voit plus demande. pourquoi? Parce que ces sports n'intéressent plus personne? Ou parce Non, qu'à un moment, ils ont non, raté une rencontre avec la télévision? Non, c'est parce que je crois que la télévision, notamment payante, ne peut plus s'occuper de tout comme avant. On a expliqué l'évolution du marché, donc il n'y a plus d'argent pour tout le monde. Donc il faut trouver des palliatifs. Alors, quels sont les palliatifs? Il y a les chaînes gratuites, mais les chaînes gratuites en France, c'est France Télévisions, qui est quand même très élitiste en termes d'événements premium, et l'équipe. Voilà. En dehors de ça, ou des chaînes régionales, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il reste le digital, qui est un marché naissant, qui va grandir très vite, parce qu'il correspond au changement d'usage, aux habitudes des plus jeunes. Il permet de toucher très vite des publics jeunes, qui sont habitués à regarder les compétitions et les contenus sur l'ensemble de leurs écrans, sous des formats nouveaux. Donc, tout ça est très adapté à l'évolution des usages, et va permettre au sport d'être à nouveau vu, et au sport au sens large. C'est-à-dire, aujourd'hui, le sport à la télé, on a en tête le foot, évidemment, le rugby, la Formule 1, un peu de tennis encore, voilà. Et voilà, on a vite fait le tour. Oui, absolument. Absolument. L'offre Canal, aujourd'hui, avec les meilleurs sports, elle est centrée autour de ça. Ils ont tout le premium, ok. Mais il reste 95% du sport pratiqué, y compris au haut niveau, à montrer. Il reste ces champions, ces ambassadeurs à déployer. À montrer, toi, il va falloir que tu ailles chercher de la rentabilité. Oui, Donc absolument. il va falloir que moi, j'ai beau être fan de sport, il va falloir que je paye. À un moment, il va falloir que quelqu'un paye quelque chose quelque part pour que toi, tu puisses vivre. C'est vrai. Mais on passe d'un monde où il y avait 4 chaînes de pay TV et où pour toutes les avoir, il fallait payer entre 60 et 100 euros par mois, à un monde où on va pouvoir payer précisément pour la discipline, voire la compétition qu'on a envie de voir. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas payer la même chose. Chacun va payer le contenu pour lequel il est fan et celui qui va nourrir sa passion. Si je suis fan de hockey sur gazon, et qu'une offre digitale me donne tout le hockey sur gazon français et mondial, je suis capable de payer 5 euros par mois pour nourrir ma passion du hockey sur gazon au quotidien. Et toi, tu fais ton Par contre, business. on ne sera pas très nombreux. Ouais, non, Voilà, mais bien tu sûr. vois. Alors que le foot, ils seront beaucoup plus nombreux. Mais sauf que toi, il va falloir les filmer. Enfin, les filmer, elles sont filmées, et toi, tu as juste à récupérer des flux. Parce que, tu le sais mieux que moi, ça coûte cher de filmer des compétitions quand même. Absolument. Alors là, il y a 2 cas de figure. En tout cas, dans le métier de Sport Hall, il y a l'accompagnement des ayants droit, y compris dans leur mode de production. Et on fait comme toi ici sur ce plateau, on essaie de trouver des modes de production beaucoup plus légers qu'avant en termes de coûts. Rustique. Moi, je dis rustique. Ouais, mais voire très moderne, parce qu'on va utiliser des moyens digitaux, des caméras automatisées, de la remote production, voire des smartphones. On a plein de kits et de nouvelles solutions chez Sport Hall qui concernent aussi la production des événements, parce qu'il faut diviser les coûts par 10, par 20. Mais c'est ça. Voilà. Et ensuite, il y a des solutions de diffusion qui sont là aussi et de production de contenu qui sont très légères. Donc on est comme vous en train de réinventer nos métiers. Moi, je revis ce que je vivais avec RMC à la reprise il y a 20 ans. On était une start-up sans moyens, avec plein d'idées, mais plein de potentiel. Et ce potentiel, il faut le transformer, l'amener auprès des fans.
Et si on sait le faire à des coûts raisonnables, et qu'en face, on est capable de leur proposer des coûts raisonnables aussi qui correspondent à leur niveau de passion, on sera dans le vrai. Et on va re-réguler le marché comme ça. Tu as déjà des pistes sur... Alors, tu as cité le hockey sur gazon, c'est peut-être pas par hasard. Non, T'as déjà non. non, mais ça, et tu sais, j'ai fait mes études de journaliste à Lille, et Oui. je peux te dire que dans le Nord, et Oui, notamment sur la côte, du côté du Touquet, etc., le hockey sur gazon, Oui, ça oui. représente quelque chose. Absolument. Voilà. Mais ça fait partie des et c'est fédés très avec lesquels impressionnant on discute. d'ailleurs, le hockey Ouais. sur gazon. Hein. Mais Très on impressionnant. discute avec 50 fédés actuellement. Donc on a l'ambition de mettre sur Sportol tous les sports. Et il y aura aussi du foot, il y aura aussi du rugby, du basket, du tennis. Mais évidemment, on n'aura pas les droits de la Ligue 1. Ouais, c'est ça, tu mais iras on va chercher créer des des compétitions, contenus. ouais. Voilà. On veut créer un grand forum, une grande place de marché, dans lequel il y aura du gratuit, du payant, et dans lequel surtout un fan de sport pourra circuler et nourrir sa passion dans plein de domaines. Avec du live, avec de la VOD, avec du gratuit, avec du payant, avec des sports qu'il a envie de voir, des sports qu'il a envie de découvrir, avec des ambassadeurs. On va beaucoup travailler les ambassadeurs, ceux qui partent aux Jeux, ceux qui se préparent pour Tokyo, y compris chez les Paralympiques. Il y a des histoires incroyables qu'on voit peu à la télé. Encore une fois, parce que la télé ne peut pas s'occuper de tout. Et ben, sur une plateforme comme la nôtre, et il y en a d'autres, l'offre de contenu est infinie. On peut aller chercher de la VOD Oui, à l'infini. elle est infinie, mais et il on faut peut la créer des contenus à l'infini. Elle est infinie, Voilà. mais il faut la fabriquer. Exactement. Et ça coûte encore un petit peu d'argent à fabriquer. Et un mot, François, parce que je sais que ça vous intéresse. On a fait à peu près les mêmes choix, c'est-à-dire qu'à un moment, là, au tournant de la cinquantaine, un peu bien tassé, on dit c'est le moment de vivre une dernière expérience. Et enfin, je te vois là, tu la vis pleinement. Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai la conviction que alors sans doute, cadre dirigeant, cadre supérieur, etc., il faut sans doute un petit peu de sécurité matérielle, parce que tu as bien travaillé, tu as eu de la chance dans ta première carrière, mais c'est une manière de réinventer complètement le destin de sa vie professionnelle qui est incroyable et que plus de gens devraient tenter. Oui, c'est une remise en cause totale. Mais comme je l'ai dit à mes collaborateurs en partant, prendre des risques, c'est vivre. Et ça maintient en vie, ça maintient en éveil. Et tu disais c'est la dernière, je ne crois pas que ce soit la dernière, ni pour toi ni pour moi. Je pense qu'on en aura beaucoup d'autres après. Ouais. Moi je pense. Parce que la vie va très vite. C'est épuisant à faire, la vie va très vite aujourd'hui et on est en train aujourd'hui tous respectivement, avec le digital notamment, de s'ouvrir de nouveaux horizons et je pense que ces horizons sont très importants. Moi je découvre, il y a un truc, si j'ai une minute. Non, 40 secondes. Bon, dans un grand groupe, on est dans un tunnel, on s'occupe que de sa marque, que de son truc. Quand on sort du grand groupe, on découvre la vie. Et là, on découvre qu'il y a plein de domaines. Et dans les médias, le sport qui sont mon domaine, j'ai découvert plein de choses. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire du coup, et ça ne sera pas la dernière. François Pesanti, comment on fait ? On fait sportall.fr et on tombe sur... Ouais, ou l'appli Sportall, iOS, Android, voilà. Elle est gratuite. iOS, Exactement. Android, elle est gratuite. Les amis, et ben voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Bismart. Bonne soirée à vous.